www.libradio.org. La station debout. Donc nous sommes le 21 janvier, et depuis le 1er janvier, enfin le dernier des 6 appels, des 6 déclarations de l'EZLN dont on va parler ce soir, eh bien, elle est arrivée le 1er janvier 2021. Bonjour à toi Philippe, et nous sommes ravis de t'entendre. Donc tu es toi au Chiapas en ce moment. Et oui, bonjour à tous et à toutes. Et puis du coup, merci à vous de prendre le temps de nous passer l'antenne. Écoute, avec beaucoup de plaisir. Alors nous allons effectivement parler de ce grand voyage qui va mener le ZLN, en tout cas une délégation dont tu vas peut-être préciser les contenus, puisque c'est une grande délégation d'une centaine de personnes a priori, qui devrait se rendre en Europe cet été, et pas que en Europe, pour parler de certaines choses. Alors, pour commencer, voudrais-tu nous dire où se trouve le Chiapas en quelques mots, et quelle est la réalité sociale du Chiapas ? Alors le Chiapas, c'est un des États des 52 États du Mexique qui se retrouve complètement au sud-est, à côté de la frontière du Guatemala. C'est le dernier État qui a été annexé à la République mexicaine en 1894, quelque chose comme ça, et qui était au Guatemala auparavant. Il a énorme majorité indigène. C'est un des États où il y a le plus d'ethnies et de population indigène. Et c'est l'un des 2 États les plus pauvres du pays. C'est-à-dire que c'est un État donc qui a la côte Pacifique, donc qui est vraiment divisé en plusieurs zones. Donc il y a vraiment tout ce qui est la zone côtière, qui sont principalement des villages, des communautés ou des villes quand même, qui sont basées vraiment autour de la pêche et autour d'activités côtières. Et ensuite il y a la zone altos, la zone des montagnes, la forêt Lacandon, qui est vraiment la forêt vierge. Et ensuite, il y a un peu la zona caliente, la zone chaude, où on peut retrouver aussi pas mal d'indigènes. Il faut voir qu'il n'y a pas que des communautés au Chiapas, il n'y a pas que des peuples indigènes, il y a des villes absolument énormes, notamment Tuxtla Gutiérrez et Tapachula, qui sont des villes à 1 million d'habitants. Et ensuite, il y a plusieurs grandes villes à dominante indigène, comme ça peut être Ocosingo, San Cristóbal de las Casas ou autre. Donc la situation au Chiapas, ça reste quand même très très pauvre. Un système de santé assez délétère, le système d'éducation est assez pauvre aussi, avec beaucoup de manifestations et d'organisations des syndicats de profs notamment, qui sont beaucoup organisés ces dernières années justement pour exiger un peu plus de droits. Et c'est vraiment un des États un peu délaissés. Cependant, il faut savoir que c'est un des États les plus riches en ressources. Ils ont de l'eau en quantité énorme qui sont exportées, qui sert un peu à tout le pays, mais pas seulement, qui sert aussi au Guatemala, et l'eau est exportée. Et du coup, avec l'eau, il y a beaucoup de barrages et donc d'électricité. Il y a beaucoup de ressources minières, on va dire. Donc, il y a énormément de richesses dans le sol. Donc, du coup, ça fait vraiment du Chiapas un État avec beaucoup de richesses dans le sol, mais beaucoup d'exploitation par les grandes entreprises, en fait, qui bénéficient pas du tout au peuple. Et ensuite, signaler effectivement que les indigènes, en tout cas des montagnes, vivent surtout et principalement du café. D'accord. Le 1er janvier 1994, eh bien voilà, il y a le soulèvement zapatiste au Chiapas. Des milliers de femmes et d'hommes des communautés originaires de ces terres prennent les armes pour exiger démocratie, liberté et justice. Ça commence donc le 1er janvier 1994. Alors voilà, le zapatisme, pour toi, qu'est-ce que ça signifie en termes... Alors effectivement, tu nous l'as dit tout à l'heure, on va plutôt parler pratique. Toi qui es en ce moment au Chiapas, voudrais-tu nous dire quel est le parcours qui t'a attiré vers ces formes de valeurs, et quelles sont-elles, ces valeurs et ces pratiques qui correspondent au zapatisme ? Alors, je vais me permettre de te corriger parce que le zapatisme ne commence pas le 1er janvier 1994. Bien entendu. Il est à la lumière du jour des médias, etc. le 1er janvier 1994, mais réellement, ça a commencé le 17 novembre 1983, où un groupe de 10 guerrieros, on les appellera, sont arrivés dans les terres chiapanaises pour organiser justement la lutte pendant 10 ans, à aller dans chaque communauté et voir quelles étaient les demandes, quelles étaient les exigences des peuples indigènes, pour ensuite justement arriver le 1er janvier 1994, date très symbolique, parce que c'était la signature de l'accord de libre-échange nord-américain,
donc avec le Canada, les États-Unis et le Mexique. Là, Et c'est un peu là où justement le zapatisme fait sens, parce que du coup, c'est vraiment cette date clé. Déjà en 94, c'était contre le capitalisme. Et ça a toujours été vraiment le réto du zapatisme. C'est vraiment une lutte contre le système néolibéral et contre l'hydre capitaliste avec ses plusieurs visages qui détruit tout et qui sabote l'intégralité de nos vies, quoi. Donc, pour moi, pour répondre maintenant à ta question, effectivement, le zapatisme, je crois que c'est un des rares exemples qui existent sur cette planète de lutte qui dure depuis plus de 25 ans, 27 ans maintenant, et qui propose vraiment une alternative au système actuel qui est dominant, ultra dominant dans le monde, et qui propose une alternative viable, parce qu'effectivement les zapatistes ont développé l'autonomie sur tous les pans de la société. Ils ont créé un autre système de santé, une autre justice, une autre démocratie qui vient depuis le bas, une autre éducation. Tout a été créé depuis 94, depuis le bas, et sans jamais aucun lien avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune connexion avec le gouvernement, et ils sont établis un système propre à eux d'autonomie totale. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde, en tout cas de ce que je connais, qui peut revendiquer ça. Et c'est vraiment très très intéressant, et c'est quelque chose vraiment de très fort autour de tout ça, quoi. Ouais. On va tout de suite peut-être mentionner le site internet de une des organisations, mais une des organisations quand même dont tu fais partie, qui est Espoir Chiapas. Donc c'est www.espoirchiapas.blogspot.com. Je dis ça parce que effectivement il y a énormément d'informations et notamment les 6 déclarations sur lesquelles on va revenir. J'aurais voulu te questionner maintenant sur quel est le rapport qui s'est installé entre les populations locales et cette forme de résistance. Parce que maintenant elle est là depuis déjà des années. Peut-on déjà tirer un bilan? Peut-on dire que voilà, les racines ont pris et que, eh bien, la lutte non seulement s'organise, mais que selon toi, eh bien, elle a un fondement solide? Alors, c'est une question intéressante et ça a toujours été vraiment l'effort des zapatistes d'essayer de s'ouvrir à la société civile nationale et internationale. Dès 94, en fait, ils ont commencé donc le 1er janvier à conquérir 5 villes et se sont retirés dès le 2 janvier. Ensuite, c'est vrai que ça a eu un impact international absolument énorme dans le monde entier, mais aussi dans toute la société civile mexicaine. Comment était-il possible qu'un groupe armé, et on est après 89, on n'est plus à l'époque justement de guérilla comme aux communistes ou autres, donc c'était quelque chose, vraiment une rébellion indigène, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué la société civile un peu partout, avec des personnalités fortes qui ont vraiment demandé le cessez-le-feu immédiat au gouvernement mexicain qui avait envoyé le tiers de son armée au Chiapas. Les zapatistes ont écouté vraiment la société civile et ont dit puisque vous nous demandez d'arrêter la guerre, nous, on arrête, on dépose les armes presque 10 jours après le soulèvement, en disant nous écoutons ce que demande la société civile nationale, nous posons les armes et nous sommes prêts à dialoguer. Dès 94, ils ont fait la convention nationale démocratique, où il y a eu plus de 6000 personnes qui sont venues sur les terres zapatistes pour justement voir quelles solutions, quelles sorties de crise, faire exister en fait les peuples indigènes au Mexique. Et 6000 personnes, c'était énorme pour l'époque. Et ensuite, ils ont fait aussi une consultation au niveau national où plus d'1 million de personnes ont opiné, ont réagi et ont proposé, écouté un peu aussi les demandes, les 11 demandes zapatistes. Donc il y a toujours eu ce désir d'ouverture, non seulement envers la société civile nationale, mais aussi envers les autres peuples indigènes. Donc les zapatistes ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le Congrès national indigène, qui était en 96 le Forum national indigène qui prend plus de 35 peuples indigènes au niveau national, en tout cas en 96, aujourd'hui il y en a encore plus, pour justement essayer de construire une réponse collective en fait autour des besoins et du racisme qui existe vraiment contre les peuples indigènes. Ils l'ont fait aussi au niveau international avec les rencontres du VICAM en 2000 et quelques, je ne saurais pas vous dire la date exacte, je crois que c'était 2007 de mémoire, où ils avaient invité tous les peuples indigènes du continent à venir s'exprimer. Et il y avait plus de 66 peuples de 12 pays
dont les États-Unis, dont les Mapuches, dont un peu tous les pays du monde, et qui étaient venus un petit peu expliquer leur lutte, l'état des peuples indigènes, etc. Et ensuite, évidemment, il y a eu aussi tout l'impact international. Donc, ils ont fait l'intergalactique, ils ont organisé différents forums, différentes sessions. Ils ont organisé l'Escuelita plus récemment, où ils invitaient des internationaux à vivre le zapatisme pendant une semaine et à apprendre un peu justement qu'est-ce que c'est que la lutte. Il y a eu plus de 5000 personnes internationales ou nationales qui sont venues pour comprendre et connaître. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette envie des zapatistes de s'ouvrir. Je peux pas vous faire la liste exhaustive parce que sinon je pense que je vais prendre tout le temps d'antenne et vous aurez plus jamais envie de m'interroger. Mais effectivement, il y a vraiment eu énormément d'initiatives et notamment, on en parlait là tout à l'heure aussi, c'était par rapport au milieu enseignant. Il y a 2 ans, il y a eu les énormes grèves du milieu enseignant qui avaient bloqué l'intégralité du sud du pays, où quand ils font les grèves, ils y vont pas doucement, ils bloquent les routes, il y a plus rien qui peut passer, etc. Et toutes les communautés zapatistes s'étaient solidarisées avec du café, du maïs et les avaient apportés directement aux profs. Donc il y a toujours eu vraiment des ponts qui sont construits et la société civile aussi leur a rendu toujours. On se rappellera de ces images aussi où les zapatistes, après la marche de la couleur, arrivaient au DFE, à la capitale, et que le Zocalo, la place centrale, était pleine de centaines de milliers de personnes pour les accueillir. Donc il y a vraiment eu toujours un énorme lien. Et malgré le blocus médiatique de ces dernières années, on peut noter que les rencontres des femmes lors de la journée des femmes le 8 mars, des droits des femmes le 8 mars, a rassemblé encore 6000 ou 8000 personnes. Donc c'est quand même un mouvement qui a toujours prôné l'ouverture auprès des autres. Et je crois que vraiment la société civile a répondu. Après, faut voir la réalité. Au Chiapas, à Tuxtla notamment, les gens, c'est à peine s'ils connaissent le mouvement. Il y a quand même pas mal de points dans les grandes villes où il y a vraiment des sessions énormes, quoi. C'est assez étrange, quoi. Donc il reste du travail à faire, bien entendu. Oui, c'est ça. C'est pas fini, quoi. Tu l'as dit, voudrais-tu peut-être développer un petit peu la place des femmes est tout à fait singulière dans le mouvement zapatiste et dans le ZLN. Elles sont vraiment à l'avant du combat. Oui, tout à fait. Et tu fais très bien de distinguer le mouvement zapatiste et le ZLN. Je vois, William, que tu es très très au courant. Ça fait plaisir. Du coup, effectivement, les femmes, depuis toujours, ont été incluses vraiment dans la construction de l'alternative zapatiste. Il faut vraiment situer que le Mexique, comme beaucoup de pays d'Amérique centrale, est un pays particulièrement machiste, vraiment d'une manière très forte et très très visible. Et que la place de la femme est vraiment assez bas. Il y a beaucoup de travail. On parlera aussi des féminicides qui sont dans un taux absolument incroyable et la difficulté des droits des femmes. Pourtant, les zapatistes, dès 94, au moment de la Révolution, ils avaient quand même la loi révolutionnaire des femmes. C'était pas encore comme aujourd'hui où il y avait encore beaucoup de mouvements féministes qui venaient et c'était quelque chose qui était très fort, en tout cas pour l'époque. Il y avait des commandantes zapatistes. Évidemment, il y a la Subtenente Ramona qui est très emblématique, mais qui avait pris les armes en fait dès le 1er janvier 94. Elles ont toujours été incluses vraiment dans le mouvement et ce tout au long de la construction. C'est-à-dire que dans les communautés, les femmes très généralement se retrouvent, ont le double cargo, on dit. Elles s'occupent de la maison des enfants, c'est-à-dire qu'elles se lèvent à 4 heures du matin pour préparer la tortilla et les frijoles pour leur mari qui va se lever à 6 heures pour aller travailler, puis ensuite elle va s'occuper des enfants, puis ensuite elle va aller travailler le champ. Enfin, elles n'arrêtent pas, elles sont extraordinaires. Mais elles n'ont aucune reconnaissance ni des institutions, ni des familles, ni du foyer, ni quoi que ce soit, quoi. Et c'est vrai que les zapatistes les ont tout de suite inclus, leur ont donné des charges, donc le système de cargo, c'est-à-dire des charges justement, et elles ont pu aller étudier pour devenir promoteurs de santé, elles ont pu étudier pour devenir professeurs, elles ont pu étudier, elles ont même pu accéder donc aux autorités, c'est-à-dire au Junta de Buen Gobierno, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort au sein du zapatisme. Les femmes sont, et on le voit, hein, c'est flagrant quand on fait des réunions dans des communautés non zapatistes,
la place de la femme est quasiment inexistante, ou en tout cas elle est à part. Donc c'est d'abord les hommes, ensuite les femmes. Et chez les zapatistes, c'est les femmes qui prennent la parole avant les hommes, très généralement, quoi. Donc c'est vraiment très flagrant. Et ensuite, il y a le côté d'ouverture à l'international autour des luttes des femmes. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, là dernièrement, le 8 mars, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont organisé un événement où elles ont reçu plus de 6000 autres compañeras femmes autour des différentes luttes féministes qui existent à travers le monde, et à créer cette petite lumière, cette petite étincelle qu'elles devaient ramener chez elles pour continuer cette lutte qui est vraiment très forte et qui fait sens notamment dans le voyage européen. Ça, c'est vraiment une majorité de femmes qui vont venir aussi, quoi. Et je pense que vraiment, oui, au sein de l'EZLN, la lutte des femmes est vraiment primordiale et très importante. Je te remercie pour toutes ces précisions. Concernant une autre des singularités de l'EZLN, c'est la place des armes et de la violence. Alors, les zapatistes affirment être armés, mais ne pas vouloir se servir de leurs armes. Alors, voudrais-tu nous développer un petit peu ceci, également à l'aune du rapport de force qui s'installe avec les autorités, avec voilà, le Mexique. Quand on parle du Mexique, on peut parler également d'un régime qui a été quand même extrêmement autoritaire, hein. On parle même de dictature parfaite à un moment donné jusqu'à l'an 2000. Alors voilà, comment dans cet écosystème autoritaire, eh bien, résister sans armes ou avec des armes, mais dont on annonce qu'on ne va pas s'en servir? C'est ça. Les zapatistes, en tout et pour tout, sur leurs 27 années de lutte publique, ont utilisé que 10 jours leurs armes. C'est-à-dire du 1er janvier au 10-12 janvier, en gros. Et depuis, elles n'ont jamais été vues, jamais elles ont été sorties. Enfin, elles ont été sorties ici, parce que du coup, l'emblématique sous-commandant de Marcos avait toujours sa mitraillette avec lui. Mais elles n'ont jamais été utilisées, en tout cas, il n'y a jamais eu de tirs qui ont été faits. Et ça leur est reproché, parfois. On a déjà entendu, justement, lorsque des groupes paramilitaires viennent attaquer les zapatistes, pourquoi les miliciens ne sortiraient pas leurs armes pour se défendre. Et vraiment, ils prônent une action non violente. Pas pacifique, loin de là, mais non violente. Donc ils ont des armes, mais ne s'en servent pas. Et ça c'est quelque chose qui est clair et dit. Pourtant, ils ont une armée. Hein. Le ZLN, c'est Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donc l'armée zapatiste de libération nationale. Ils ont une armée, ils ont des miliciens, des insurgés. Hein. C'est à deux niveaux différents. Après, tu nous préciserais la différence justement entre insurgentes et puis milicianos, justement. Quel est leur rôle à chacune de ces personnes? Donc les insurgés, c'est vraiment ceux qui sont en armes et qui sont en mission permanente, qui se déplacent énormément au sein du Chiapas et qui vont dans différentes zones de conflit, notamment pour faire de l'information et de la protection. Et ensuite, les miliciens, c'est un peu plus autour du civil, où chaque personne est formée à une formation quand même militaire autour de tout ça, de manière volontaire. Notamment donc hommes et femmes, bien sûr, inclus dedans. On a vu d'ailleurs notamment là, des vidéos qui existent, qui ont été montrées d'ailleurs il y a 2 ans, je crois, ouais, où il y a vraiment toujours des exercices des miliciens qui sont filmés pour montrer un peu pour faire une expression de la force, quoi. Donc les miliciens n'ont pas d'armes, hein, ils ont juste une sorte de matraque ou des bâtons, et font des exercices et montrent, ce sont des centaines, voire même des milliers d'hommes et de femmes qui font des exercices militaires pour montrer qu'ils sont encore présents. Et c'est vrai qu'effectivement, ils n'ont jamais sorti leurs armes d'ici là, et c'est un pays où aujourd'hui les armes sont partout, notamment avec les narcotrafiquants, où aujourd'hui, dans toutes les villes, où il est quand même assez fréquent de voir des armes, enfin toute la population je ne veux pas dire qu'elle est armée, mais en tout cas, il est assez fréquent effectivement de voir des armes, notamment dans le nord du pays, mais même au Chiapas. Beaucoup de groupes paramilitaires aussi ont des armes, ça circule vraiment partout et il nous est déjà arrivé d'en voir, quoi. Ouais, tout à fait. Alors avant qu'on en vienne au point du voyage, hein, dont on va parler sous peu, j'aurais encore voulu te questionner sur, voilà, toi qui es à l'intérieur, donc dans la pratique, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, voilà, j'aurais voulu avoir un peu une forme de témoignage. Comment est-ce que les choses fonctionnent? Comment est-ce que les décisions sont prises? Comment est-ce que les litiges éventuels sont-ils gérés? Est-ce que les questionnements, des fois même politiques, s'installent en disant, mais effectivement, voilà, alors est-ce qu'on est marxiste-léniniste? Est-ce qu'on est un peu plutôt communiste, anarchiste ou quoi? Comment ça se passe à l'intérieur?
Du coup, il y a vraiment une démocratie qui est par le bas, hein. À l'entrée de chaque caracol, qui sont les grandes entités administratives, où il y en a 5 jusqu'il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils sont 11 caracoles. Il y a écrit Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. Et c'est vrai que dans la pratique, c'est tout le temps comme ça. Donc c'est quelque chose de très difficile de pouvoir prendre des décisions. C'est très lent. Ça prend un rythme qui leur est propre. C'est sûr que c'est pas à l'européenne où on court contre le temps en permanence. Ici, on prend le temps parce que du coup, on sait qu'une décision, ça va pas spécialement impacter notre vie à nous, mais celle de nos enfants ou pour le futur. Il y a vraiment cette notion du temps qui est complètement différente de la nôtre et qui est parfois difficile à comprendre et à appréhender. Mais en gros, l'information remonte toujours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire. Donc, d'abord, les communautés. Donc, il est très rare d'avoir une communauté 100% zapatiste. 27 années de lutte ont aussi créé 27 années de tentatives du gouvernement de désarticuler la lutte et de la détruire. Donc, beaucoup de divisions politiques, de pots de vin, de religion aussi qui est rentrée dedans pour diviser les familles ou les communautés. Donc, mais toujours est-il que donc, le groupe zapatiste de la communauté se réunit, prend une décision, la fait remonter ensuite à la municipalité autonome qui va réunir en gros une petite centaine de communautés, où donc il y a des réunions régulièrement où tous les représentants de chaque communauté discutent, voient les points à aborder, les difficultés qu'ils ont ou les besoins qu'ils ont. Ça peut être autour de leur récolte, ça peut être juste autour de la nomination d'un promoteur d'éducation ou d'un promoteur de santé, puisque chaque communauté doit élire un promoteur de santé ou un promoteur d'éducation, etc., etc. Donc les discussions se font à la municipalité autonome et on fait remonter, si le problème ne peut pas être résolu au sein de la municipalité autonome, on va jusqu'au caracol où il y a la Junta de Buen Gobierno, la junte de bon gouvernement, qui du coup sera l'ultime autorité pour prendre une décision. Exemple basique, il y a un conflit de terre. Telle famille dit que cette terre leur appartenait et que l'autre famille dit cette terre non, elle nous appartient parce que c'était au grand-père, etc. Du coup, la famille va aller essayer de résoudre ça devant les représentants de sa communauté. Ils trouvent pas de solution, donc ils vont aller à la municipalité autonome qui va réunir un conseil et qui va réfléchir à essayer de trouver une solution juste pour les deux parties. Et si ça ne suffit pas, ça remonte jusqu'à la Junta de Buen Gobierno, qui est parfois à plusieurs heures de route, pour que une décision finale soit prise et qui aille dans l'intérêt des deux parties, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement par le bas et c'est toujours remonté comme ça. Il est très très rare qu'une décision vienne du haut. Alors parfois, par contre, effectivement, depuis le haut, il y a des pistes de réflexion qui sont lancées, notamment autour de la stratégie politique ou autour d'événements publics ou autres, pour voir justement comment les communautés appréhendent cette initiative. Donc, je crois pas qu'au sein des communautés, il y a vraiment beaucoup de questions sur comment on se positionne dans l'échiquier politique, marxiste, léniniste, féministe, etc. Non, on est zapatiste. On le crée au quotidien et on est en train de créer quelque chose et on cherche pas vraiment à se définir. Il y a des cours qui sont donnés pourtant ou des informations qui sont données régulièrement du coup de manière un peu plus descendante. Des gens des caracoles ou des municipalités autonomes viennent informer les communautés sur l'actualité du Mexique et du monde. Et du coup, il y a des vraies questions politiques aussi qui se posent autour de ça. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment de grosses réflexions autour de comment se situer autour des différents mouvements de pensée. Ça se fait plutôt en haut et un peu à l'extérieur. Notamment, il y a beaucoup d'intellectuels du Mexique, mais du monde entier, qui s'intéressent au mouvement zapatiste et qui essayent de le définir et de travailler autour de ça. Et je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il y a une grosse réflexion qui est en train de se créer, quoi. Ouais, d'accord. On comprend bien qu'il y a vraiment cette idée de pratique avant tout. Ouais, carrément. Et même dans la pédagogie, parce que tu l'as dit, voilà, il y a cet exemple de l'escuelita, il y a, enfin, l'idée, et tu l'as dit toi-même, au Chiapas, c'est effectivement un lieu où il y a pas mal d'illettrisme, et que donc les problèmes sont pris à bras-le-corps et de manière extrêmement concrète. C'est ça, on est vraiment dans le concret, dans la pratique, tout à fait, ouais. Très bien. Pierre Carreau, des questions? Juste pour enchaîner, pratiquement, comment ça se passe pour par exemple, les services publics, les infrastructures
je sais pas, la plantation des écoles ou des choses comme ça. Donc les zapatistes ne vont pas dans les écoles publiques, ne vont pas dans les hôpitaux publics. La plupart du temps, si c'est le cas, ils quittent l'organisation. C'est vraiment impensable qu'un zapatiste ou qu'une famille zapatiste puisse aller à l'hôpital public ou aller à l'école publique. Du coup, depuis 1994, il y a eu vraiment des initiatives qui ont été lancées par les zapatistes eux-mêmes, de formation de volontaires de chaque communauté pour qu'ils deviennent instituteurs, institutrices, promoteurs de santé, promotrices de santé. Donc au début, ces formations ont été effectuées par des personnes extérieures, mais très rapidement, les personnes qui étaient formées ont formé ensuite eux-mêmes, donc les zapatistes formés ont formé d'autres zapatistes pour vraiment que ce soit autonome assez vite et essayer de quitter la dépendance aux organismes internationaux ou nationaux. Du coup, il y a eu la construction d'écoles à l'effort à niveau de chaque communauté. Donc c'est un effort collectif. Toute la communauté mettait de l'argent de côté pour pouvoir acheter des planches de bois pour pouvoir construire un lieu où les jeunes pourraient se retrouver. Les instituteurs étaient formés, donc pour la formation, ils partent dans les caracoles pendant plusieurs semaines pour être formés. Et pendant ce temps-là, pendant que la personne est formée, la personne ne peut pas travailler son champ, vu que c'est tous généralement des paysans. Donc c'est la communauté qui prend en charge le travail de son champ pour justement remercier le compañero ou la compañera d'avoir fait ce travail. Donc du coup, aujourd'hui, concrètement, en 2021 maintenant, il y a des milliers d'écoles primaires qui existent sur tout le territoire zapatiste. Il y a quelques collèges et il y a donc l'université zapatiste du CIDESI qui est ici à San Cristobal où on se forme dans des métiers un peu plus précis et qui serviront directement dans la communauté. Pour le système de santé, chaque caracole est doté d'un hôpital qui est quand même d'un sacré niveau, où parfois même le gouvernement les zapatistes n'ont rien à envier au système des hôpitaux du gouvernement, même si aujourd'hui le gouvernement investit des millions et des millions justement pour essayer de remonter un peu le système. Et du coup, voilà, il y a les promoteurs de santé aussi se déplacent énormément pour donner des ateliers de prévention au sein des communautés. Et normalement, les promoteurs de santé peuvent couvrir toute une zone. Il y a souvent des campagnes de vaccination, de prévention et de santé qui se font dans les communautés de manière assez régulière, quoi. Donc il y a vraiment une présence assez régulière. Moi j'aurais une question. Quel est le lien avec les États-Unis? Est-ce que c'est plutôt un lien hostile ou bien est-ce qu'il y a des alliés très très forts aux États-Unis? Mais ils adorent Donald Trump, hein. Ça a vraiment été un allié très très fort pour eux. Non, je rigole. Non. De toute façon, il n'y a aucun lien institutionnel avec aucun pays du monde. C'est-à-dire même à un moment, Evo Morales avait essayé de se rapprocher du mouvement zapatiste et les zapatistes ont refusé, disant qu'ils ne parlaient pas avec les gens qui ont choisi de prendre le pouvoir par le haut et pas par le bas, quoi. Donc Morales, c'est un exemple de révolution institutionnelle finalement qui pour les zapatistes n'intéresse pas. Et du coup, il en est de même avec les États-Unis. Il y a très peu de liens. Donc effectivement, il y a des associations qui existent, des collectifs de soutien dans différentes villes. Il y a aussi un petit peu aussi toute la gauche intellectuelle de Noam Chomsky, Naomi Klein ou autres qui sont assez proches du mouvement. Non, il y a aucun lien avec aucune institution, aucun gouvernement qui existe des États-Unis ou du monde ou d'Europe d'ailleurs. Il y a par contre des liens avec le Rojava. Il y a des liens qui sont consolidés avec le Rojava. Ah, complètement. Là, il y a vraiment des liens assez forts et c'est vraiment des luttes qui ont beaucoup de sens et qui sont en lien très fort. Il y a notamment autour de la lutte des femmes, autour des municipalités autonomes, etc. Donc effectivement, il y a vraiment un lien entre les zapatistes et les Kurdes depuis plusieurs années déjà et des ponts qui sont en train de se créer et on espère que le voyage européen permettra justement des rencontres historiques en ce sens. C'est une société assez autarcique qui vit en autarcie, qui refuse des contacts même avec des alliés. Quel est le but de ce voyage sur les 5 continents, visiblement aussi? Donc c'est pas en autarcie, hein, c'est en autonomie. C'est pas tout à fait pareil.
il y a quand même justement toute cette ouverture quand même des zapatistes que je mentionnais au début dans les questions qui montrent qu'il y a vraiment une volonté quand même d'ouverture. Les zapatistes ont proposé effectivement un voyage dans les 5 continents, mais pas pour aller rencontrer des partis politiques ou aller rencontrer des institutions ou autres. C'est vraiment pas du tout l'idée de leur voyage. Le concept, c'est vraiment d'aller rencontrer des groupes de militants, des collectifs, des luttes qui existent depuis des années, qui sont organisées et qui s'organisent depuis le bas et depuis la gauche, qui n'ont pas besoin de subventions de l'État justement pour essayer de proposer des alternatives. C'est vraiment rencontrer tous ces mouvements de lutte internationaux, ce qu'ils avaient déjà essayé de faire en 2005 au moment de l'autre campagne, au niveau national, au niveau mexicain, où je vous invite grandement à lire la 6e déclaration de la forêt Lacandon, qui est absolument merveilleuse et qui explique bien vraiment toute la logique humble et vraiment de volonté de créer vraiment une lutte commune anticapitaliste internationale. Et puis du coup, ils étaient allés voir un peu toutes les villes, tous les recoins du pays pour aller écouter les différentes luttes, les gens et les collectifs, organisations qui luttaient depuis Tijuana jusqu'à Cancun, en passant par la capitale, etc. Et en fait, je pense que l'initiative, ça va vraiment être autour de ça, d'aller écouter comment nous organisons en Europe pour lutter contre ce système qui détruit absolument tout, cet hydre capitaliste, comme il l'appelle, qui dévore l'intégralité de la vie. C'est vraiment une lutte pour la vie, c'est comme ça aussi qu'ils le disent, hein. C'est une lutte pour la vie parce que en fait, on est en train de se faire complètement détruire sur tous les pans de notre vie par le système où tout est en train d'être monétisé, tout est en train d'être rentable, etc. Et je pense que du coup, ils viennent vraiment voir un peu comment on s'organise dans les 5 continents, donc en Europe d'abord. Ensuite, donc là, c'est pas dans l'ordre parce qu'on ne sait pas encore, mais en Afrique, en Asie et dans les Amériques et en Océanie, ils veulent vraiment écouter vraiment comment ça s'organise et à quel point on est organisé pour lutter contre le monstre, cet hydre capitaliste. Et voir, j'imagine ensuite, mais ça, alors là, c'est vraiment eux qui le savent, essayer de construire quelque chose ensemble pour être plus fort, parce que je pense que ce soit en Suisse ou que ce soit en France, les victoires sont assez rares dans les milieux militants et parfois, enfin, et puis il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup les choses sont vraiment compliquées. Et je pense que justement la venue de personnes extérieures qui ont une certaine légitimité grâce à leur lutte de 27 ans claire, concrète et qui fonctionne, va pouvoir vraiment nous apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'en tout cas, l'entrain, la joie de centaines de collectifs dans toute l'Europe pour les recevoir a l'air de le prouver. Il y a vraiment une vraie attente autour de ça. Ouais. Absolument. Alors effectivement, tu parles des déclarations, des communiqués, au nombre de 6 qui sont déjà disponibles, hein, notamment sur le site dédié qui s'appelle enlacezapatista.ezln.org. On mettra bien entendu ce lien au libellé. Et alors effectivement, ces textes sont fantastiques, ils sont effectivement d'une grande humilité et puis ils sont très très beaux. Je voulais peut-être lire un tout petit bout de la 6e déclaration. Les délégations zapatistes seront formées majoritairement par des femmes, pas seulement parce que de cette manière elles veulent rendre l'embrassade qu'elles ont reçue durant les rencontres internationales antérieures, aussi et surtout pour que les hommes zapatistes nous faisions clairement savoir que nous sommes ce que nous sommes, et nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas, grâce à elle, pour elle et avec elle. Nous invitons le Congrès national indigène, Conseil indigène de gouvernement, à former une délégation pour nous accompagner et que ce soit ainsi plus riche, notre parole pour l'autre qui lutte au loin. Nous invitons tout spécialement une délégation des peuples qui lève le nom, l'image et le sang du frère Samir Flores Soberanes pour que sa douleur, sa rage, sa lutte et sa résistance arrivent plus loin. Et pour finir, nous invitons les personnes qui ont pour vocation, engagement et horizon les arts et les sciences à accompagner à distance nos navigations et nos pas, et qu'ainsi elles nous aident à diffuser que c'est dans la science et les arts que repose la possibilité non seulement de la survie de l'humanité, mais aussi d'un monde nouveau. En résumé, nous partons pour l'Europe en avril de l'an 2021. La date et l'heure, on ne la connaît pas encore. Voilà, ça c'est un des communiqués. Et puis donc effectivement, tous ces communiqués, on peut d'ores et déjà les lire en français et dans plein d'autres langues.
il y a également, peut-être voudrais-tu en parler, un soutien qui s'organise de manière internationale pour accueillir ces personnes-là, parce que il va y avoir la traversée de l'Atlantique, donc c'est une flotte. Il va y avoir besoin de bateaux, de matériel et également de quelques sous. Voudrais-tu nous en dire quelques mots? Alors effectivement, l'accueil de la délégation zapatiste et de la délégation du Conseil national indigène dont je parlais tout à l'heure, qui représente un peu différents peuples indigènes du Mexique, ça va composer une grosse centaine, voire un peu plus de personnes. Et du coup, évidemment, ça implique pas mal de frais pour le voyage. Donc si on pense que la traversée transatlantique est très compliquée à réaliser, parce que en termes de délai, on est vraiment très court avec les alizés, etc. Je crois que les bateaux devraient partir d'ores et déjà de l'Europe. Et avec cette histoire de coronavirus, c'est vraiment très compliqué de pouvoir trouver des bateaux. Mais quoi qu'il en soit, la venue des zapatistes va devoir se faire... créer déjà un enthousiasme assez fou. Hein. Les Grecs ont réuni plus de 300 collectifs, les Italiens de même, la zone francophone, et pareil, c'est des centaines de collectifs qui sont réunis autour de ça, des centaines de propositions d'accueil qui émanent depuis le Portugal jusqu'à la Sibérie, depuis Chypre jusqu'à l'Irlande. C'est vraiment impressionnant tout l'enthousiasme et la dynamique que ça peut créer. Et ça crée, je parle d'enthousiasme, ça c'est sûr, mais ça crée une vraie dynamique. C'est-à-dire que des gens qui ne se parlaient pas, des gens des luttes qui ne se parlaient pas, sont vraiment en train de partager et de travailler ensemble pour organiser leur venue. Et ça, c'est vraiment déjà le processus, l'intérêt de leur venue a déjà commencé, parce que le fait d'organiser la venue de 100 à peut-être plus de zapatistes en Europe, ça demande un effort organisationnel absolument incroyable. Les propositions émanent de partout. Il y a énormément de luttes et de pays qui veulent les recevoir, depuis les petits villages qui s'organisent et qui sont autonomes jusqu'aux capitales, évidemment, qui veulent aussi les recevoir. Donc tout ça implique une logistique complètement incroyable aussi, parce qu'ils seront là a priori pour 3 mois, le temps d'un visa touristique en Europe. Et pendant ces 3 mois, ils vont aller parcourir l'intégralité de l'Europe. Ils vont devoir passer par les mers et par la terre pour aller découvrir un peu toutes les luttes et toutes les invitations qui existent. Donc ça, évidemment, ça implique un grand effort aussi, donc déjà d'organisation, où là on invite tout le monde à rejoindre les différentes commissions de travail et groupes de travail qui peuvent exister et dont on a vraiment besoin d'aide. Et ça implique également beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, notamment la vente de jeux de société zapatistes qui se propose actuellement pour permettre de financer la chose. On va proposer de l'artisanat, des femmes zapatistes avec une boutique en ligne. Il va y avoir des appels crowdfunding ou je sais plus si c'est ça, crowdfunding on dit. Oui, c'est ça. Des dons en ligne, etc. pour justement pouvoir financer ce voyage extraordinaire qui va se dérouler a priori de juillet à septembre, voire octobre. Ouais. Alors, en tout cas, pour Genève, on peut saluer effectivement d'ores et déjà différentes initiatives qui ont cours, et notamment la vente du café Rebeldia, vente en ligne pour justement cofinancer cette traversée-là. Il y a un mail, je ne sais pas si je peux le donner, c'est Une montagne sur la mer. Est-ce que c'est correct? Alors, il y a plusieurs mails. Donc effectivement, pour tout ce qui est de la commission navale, donc dans la recherche de bateaux pour faire la transatlantique ou pour pouvoir faire des transports en Europe, parce qu'on pense faire aussi une flottille d'accueil éventuellement qui viendrait aussi accueillir les compañeras zapatistes. Donc effectivement, c'est unemontagne-à-la-mer@risup.net. Il y a ensuite tout ce qui est la coordination francophone, et qui prend en compte différents groupes de travail, donc la communication, les finances, la santé, la legal team, etc., etc. Donc dans ce cas-là, il faut écrire pour s'inscrire et puis pour se présenter avant tout, hein, parce qu'évidemment on peut pas prendre n'importe quel mail. Donc c'est accueil EZLN 2020 @riseup.net.
.net, pardon. D'accord. Donc ça, ce sont les adresses nécessaires si des personnes souhaitent accoster et puis voilà, se solidariser avec toute cette organisation. Voilà, tout à fait. Et après, là, on pourra rediriger les personnes soit vers les groupes de travail, soit s'il y a des questions très spécifiques qui sont posées, elles seront débattues en coordination en assemblée pour pouvoir ensuite donner des réponses de manière horizontale, quoi. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Y aurait-il encore d'autres questions, Pierre et Caro? Moi, je trouvais très complet. Caro, non? Pierre? Pierre, on t'entend plus. T'as ton micro coupé. Déjà, on l'entendait mal, alors là, on n'entend plus. Là, vous m'entendez mieux. Voilà, là, on t'entend. Question ou pas, ou plus? Bon, on se réjouit de les rencontrer si on a la possibilité de le Sans faire. blague. De prendre le dossier. Alors, ouais, absolument. Dis-moi, Felipe, justement, y a-t-il d'ores et déjà, parce que il était peut-être prévu que le 13 août soit une date un petit peu particulière d'arriver à Madrid. Y a-t-il des dates sur lesquelles on sait que là on a vraiment envie de faire jouer cette date-là pour certaines raisons? J'ai pas très bien entendu. Je répète, je te demandais si y avait-il des dates butoirs, des dates un peu charnières sur lesquelles ce voyage voudrait d'ores et déjà s'appuyer. Je pensais notamment au 13 août à Madrid. Oui, voilà. Donc il y a la date du 13 août qui a déjà été lancée, qui est officielle et qui est posée, où les zapatistes arriveront à Madrid en clin d'œil à l'invasion qui avait eu lieu évidemment des Amériques. Maintenant, il y a pas mal de dates, mais tout est en construction, rien n'est encore officiel. Il y a pas mal de beaux projets qui sont en cours et qui vont être proposés. À l'heure actuelle, dans chaque géographie, on est en train de s'organiser pour faire des propositions. Toutes les propositions sont remontées aux zapatistes qui ont dit oui à peu près à toutes les propositions. Et maintenant, c'est surtout essayer d'organiser comment faire pour que en 3 mois, des centaines de compañeras puissent aller dans tous les lieux. Donc, pour le moment, je peux pas vraiment répondre à cette question. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses, mais rien n'est encore définitif. D'accord. Et alors, de quelle manière est-ce que les personnes qui vont écouter ces propos peuvent-elles, si elles le souhaitent, aider? Donc, il y a effectivement faire un don d'argent, mais il y a d'autres manières de faire éventuellement? Toutes les personnes qui ont le cœur en bas et à gauche et qui pensent vraiment que la venue et qui adhèrent à la 6e déclaration dont tu as lu un extrait tout à l'heure, William, sont vraiment les bienvenus pour aider tant effectivement tout nous intéresse, tous les mouvements de lutte évidemment qui sont intéressés pour se rapprocher, pour connaître, sont invités à rejoindre la coordination francophone ou suisse qui existe aussi. On invite aussi les personnes, si vous êtes avocat, si vous avez des bateaux, si vous avez des bus, si vous avez toute l'aide logistique qui peut nous donner, des médecins aussi, on cherche, parce que évidemment, pendant 3 mois, des personnes qui ont vécu à manger que des tortillas de maïs durant toute leur vie vont se retrouver avec que de la farine de blé. Ça va être assez compliqué et on imagine que comme nous, quand on est au Chiapas, on tombe malade, eux vont sûrement avoir aussi des maladies. Donc on essaie de se préparer aussi à ça et puis on sait très bien qu'ils vont pas bénéficier de la sécurité sociale et que les accès aux hôpitaux seront toujours très compliqués. Donc voilà, on a besoin de toutes ces aides-là. Toutes les aides sont les bienvenues à partir du moment où effectivement où le cœur des personnes est en bas et à gauche et cherche et anticapitaliste. Voilà, en gros, c'est surtout ça, je pense. Mais voilà, et puis économiquement, bien sûr, tous les dons seront les bienvenus. Il y a plusieurs pages de crowdfunding là qui vont être lancées très prochainement. Il y a la possibilité d'acheter, de diffuser les informations. Il y a différents sites web qui en proposent. Tu mentionnais en AC Zapatista où à peu près tous les communiqués sont traduits en français par un collectif justement de traduction très bien organisé. Il y a
Il y a le cspcl.ouvaton.net aussi qui propose pas mal d'articles de fond. Il y a également donc du coup esportchiapas.blogspot.com qui propose aussi pas mal d'articles de moins en moins actualisés, mais qui le sont, où il y a quand même pas mal de bases. Donc surtout, n'hésitez pas à vous informer. Si vous avez des talents aussi pour faire des vidéos, pour faire du sous-titrage, etc., du graphisme, etc., pour faire de la communication, des contacts au sein de médias libres, de médias autonomes, d'automédias, tout ça, ce sont évidemment des choses qui nous intéressent, comme vous, quoi, comme Libra Radio, et ça, c'est chouette. Bah écoute, je te remercie en tout cas beaucoup. Et puis effectivement, nous, on va continuer à se tenir en alerte et puis à communiquer le maximum de choses. Je vais rappeler juste ce que tu viens de dire. C'est effectivement des informations, où les trouve-t-on? Eh bien, il y a espoirchiapas.blogspot.com, on l'a dit. Il y a enlacesapatista.ezln.org.mx. Et puis les autres adresses dont tu as parlé, qu'on mettra en lien au libellé du podcast. J'avais juste encore une question. Y a-t-il également besoin ces personnes-là vont devoir être logées tout de même. Alors de ce côté-là, comment est-ce que ça va se passer? Tout à fait. Alors du coup, là c'est vraiment, on essaie de fonctionner pareil que la manière zapatiste, c'est-à-dire que chaque projet local, notamment par exemple s'il y a un projet à Genève, le projet c'est eux qui doivent résoudre le problème du logement. Un projet en Bretagne, c'est en Bretagne qu'on essaie de résoudre les problèmes du logement. Mais effectivement, l'idée, on a besoin évidemment dès que le calendrier sera public, ce qui n'est pas encore, on invitera, je pense, les coordinations locales inviteront les gens à ouvrir leur maison, parce que c'est toujours plus sympa d'être reçu justement un peu comme la Escuelita, non? Être reçu chez les gens et voir un peu comment ça se passe réellement, quotidiennement. Nos vies. Donc oui, il y aura évidemment sûrement des besoins, mais à l'heure actuelle, on peut pas encore vraiment les définir parce qu'on est en train d'essayer de créer le calendrier et puis comment faire une sorte de caravane ou comment permettre à tous les compañeras de pouvoir être présentes dans tous les lieux qui les ont sollicités. Très bien, je te remercie beaucoup Philippe. On recommande bien entendu la lecture qui est des fantastiques communiqués, des 6 communiqués zapatistes qui sont vraiment un très très beau moment de lecture. Dis-moi Philippe, juste pour toi, quel est ton programme là? Tu vas rester un moment au Chiapas, il y a des petits moments d'organisation, de points d'organisation que tu vas faire, et puis est-ce que tu reviens ensuite avec la flotte ou comment est-ce que tu t'organises pour la suite? Non, je n'ai pas trop le pied marin. D'accord. J'admire les zapatistes qui vont prendre le bateau parce qu'effectivement c'est quand même très audacieux pendant presque 2 mois. C'est ça, le voyage en soi est une aventure. C'est ça. Donc malheureusement, non, je vais avoir un impact carbone et je vais avoir un retour en avion si le coronavirus nous le permet, parce qu'apparemment il y a la possibilité il faut faire des tests maintenant pour revenir ou tout ça. Enfin, en tout cas, ça a l'air de plus en plus dur de revenir en Europe. Mais dans l'idée, il va falloir que je rentre en Europe, effectivement, continuer mon travail que j'ai aussi à côté, pour pouvoir justement continuer à travailler sur l'organisation et la coordination de tous ces événements qui ont lieu tant au niveau local que européen, parce que du coup, c'est vraiment un projet faramineux qui réunit des centaines de collectifs d'Europe entière, quoi, et c'est vraiment fort et très intéressant comme expérience à vivre. Donc tu seras là pour les accueillir. Bah oui, quand même. Bah vous aussi, j'espère. Ah bah oui, c'est clair. Je te remercie beaucoup, Philippe, pour d'avoir pris tout ce temps pour répondre à toutes ces questions-là. Et puis j'espère qu'on va avant de se voir reparler pour continuer et puis pour affiner notre compréhension de ces pratiques dont on a parlé, de ces valeurs qui ont cours et qui sont extrêmement concrètes comme on l'a dit. Et c'est peut-être ça qui est extrêmement intéressant également, c'est de voir que c'est durable, viable et très concret. Peut-être que pour exactement. Voilà. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est déjà quelque chose d'historique. Et il va falloir on pense déjà à l'après, c'est-à-dire après leur venue, continuer avec tout cet effort d'organisation et d'unité de toutes ces luttes pour continuer à essayer de trouver un monde un peu meilleur
que celui qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment l'énorme travail et construire cet autre monde possible que revendiquent les apatistes. On va y arriver. On va y arriver. Et en tout cas, merci beaucoup à vous de vous intéresser, de diffuser, d'informer comme ça. C'est vraiment super important. Bravo pour le temps que vous passez à essayer justement de donner une autre information, une autre voix que celle des médias dominants. Et ça, c'est vraiment des trucs chouettes et qu'on valorise énormément. Libre Radio. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.